qui nous suit depuis le Québec, Montréal, si je ne m'abuse, où il est très très tôt. Donc merci d'avoir accepté l'invitation et d'être présente. C'est à la fois un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis c'est aussi un petit peu une certaine nervosité parce que du coup, tout de suite, la présentation prend une allure un peu différente. Et vous avez accepté en plus que je puisse bah voilà, vous proposer de réagir à certains moments et peut-être vous poser des questions d'approfondissement si voilà, s'il en vient, certaines. Euh, donc merci pour ça. Alors effectivement, c'est un livre qui s'appelle L'évaluation de programme axée sur la rencontre des acteurs, une sagesse pratique qui a été publiée aux presses de du Québec, avec en couverture un- une œuvre de Benjamin Tchétché, un artiste Ojibwe. Je ne sais pas si je le prononce bien, voilà, qui est né en Ontario, je pense. Et du coup, j'en ai profité pour découvrir avec un peu son œuvre dans cette présentation. Donc, vous verrez que j'ai subtilisé certaines de ses œuvres pour illustrer le PowerPoint. Comme ça, en même temps, ben, vous découvrez un artiste de nos voisins canadiens. Alors Marthe, j'ai repris la description qui est sur la quatrième de couverture. Vous êtes professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal et vous êtes responsable d'un diplôme supérieur en évaluation de programme à l'École des sciences de la gestion. Et vous avez le titre d'évaluatrice ou d'évaluateur qualifié décerné par la Société canadienne d'évaluation. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de dire quelques mots sur vous pour compléter ou peut-être que cette description n'est plus actuelle. Euh, Écoutez, bonjour tout le monde. J'ajouterais plus que peut-être que la sagesse pratique est écrite en plus gros au cours des dernières années. C'est vraiment mon objet de recherche et d'intérêt actuellement. voilà, super. Euh, hop. Alors justement, ça fait écho à la raison d'être peut-être de l'ouvrage. Qui est présenté de la manière suivante. Donc, juste peut-être avant de recontextualiser, en Belgique, on n'a pas vraiment voilà, d'un programme de formation avec tout un référentiel de compétences comme vous au Canada sur qu'est-ce qu'il faut pour être évaluateur et comment développer ces compétences. Et tout l'ouvrage, en fait, tourne autour finalement de ça, d'après ce que moi j'en ai compris, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on peut développer pardon, les compétences des évaluateurs de programmes, que ce soit des programmes de promotion de la santé, mais des programmes aussi dans tout autre secteur. Voilà, nous, on est dans ce secteur-ci, mais c'est beaucoup plus large que ça. Quelles compétences doivent développer ces évaluateurs qui sont amenés à poser un jugement ou à donner une valeur à un programme soit en étant en interne de l'organisation, soit en étant parfois des évaluateurs externes. Euh, voilà, donc pour nos collègues et acteurs de terrain, on a aussi des chercheurs autour de la table ce midi. C'est un peu différent au Canada, c'est un peu plus développé. Donc la raison d'être en fait de ce livre, elle est présentée justement, elle part du constat que la crédibilité d'un jugement, elle est un concept clé des pratiques d'évaluation, mais c'est vrai, très peu traitée dans la littérature. Ou alors elle est souvent réduite à deux conditions. Finalement, un jugement ou un résultat d'évaluation va être crédible s'il a une certaine validité scientifique et s'il est acceptable par les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, elles sont très, très diverses quand on en parlera ce midi. Il peut s'agir finalement des architectes du programme, ceux qui ont conçu le programme, ceux qui le mettent en œuvre. Il peut aussi s'agir des bénéficiaires du programme. Donc, c'est un large panel de parties prenantes. Alors ensuite, les auteurs vont montrer que le processus de crédibilisation du jugement, il va finalement au-delà de juste son acceptabilité de la part des parties prenantes et cette crédibilisation se construit au filigrane des démarches évaluatives, donc tout au long de la démarche évaluative et de manière itérative, donc pas de manière linéaire finalement et simplement. C'est quelque chose finalement qui est assez complexe.
Alors, vous tirez trois constats. Premièrement, que la construction d'un jugement crédible, elle est le fruit d'un processus de co-construction avec les parties prenantes. Que ces parties prenantes occupent donc une place, vous parlez d'une place névralgique dans le processus de crédibilisation et sont en plus interdépendants. Et troisièmement, que l'évaluateur doit disposer pardon, de compétences techniques, certes, mais aussi bien au-delà de compétences relationnelles pour créer et maintenir un climat qui va être favorable à la rencontre des acteurs. Donc, la rencontre des acteurs, ici, c'est pas uniquement la rencontre des parties prenantes, c'est aussi la rencontre des parties prenantes et de l'évaluateur ou des évaluateurs qui sont amenés du coup, avoir cette démarche d'évaluation. Donc, par conséquent, ce livre va proposer de se mettre dans la peau d'un évaluateur ou d'une évaluatrice. Il est destiné en fait à ces personnes qui se destinent à être évaluateurs ou qui ont déjà une pratique d'évaluateur et qui chercheraient à adopter une approche de l'évaluation qui va être capable de produire un jugement crédible scientifiquement, mais aussi aux yeux des parties prenantes. Donc là, c'est un petit peu dans cette peau-là qu'on vous propose de vous mettre ce midi. Alors, est-ce que j'ai bien résumé la raison d'être de l'ouvrage? Super. Alors, le plan des chapitres, ils sont composés en deux parties. La première partie va aborder tout un tas de fondements, finalement, de cette idée de quelles sont les autres compétences qu'un évaluateur doit disposer au-delà enfin, en plus des compétences plus techniques. Et la deuxième partie met un peu plus en application les concepts qui ont été pris. Alors, je ne vais pas développer tous les chapitres parce que on n'aurait pas le temps. Je me concentrerai sur la première partie pour poser le cadre théorique. Et puis après, j'ai sélectionné trois chapitres voilà, qui donnent qui brassent peut-être un peu plus les éléments sans rentrer dans les détails. Alors, accrochez-vous parce qu'on va parler avec Aristote un peu. C'est pas forcément notre quotidien d'utiliser ces termes-là en santé publique et en promotion de la santé. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, en fait, dans cette partie, les auteurs vont mobiliser des concepts qui sont effectivement avancés par Aristote pour expliquer ce que l'évaluation fait quand ce qui se passe, pardon, quand les acteurs sont mis en relation dans une intervention d'évaluation, dans une démarche évaluative. Alors, du coup, les auteurs pourrait parler de pratique évaluative ou de pratique de l'évaluation, mais ils choisissent de parler de la praxis évaluative. Pourquoi? Parce que parler de praxis évaluative, c'est une manière de revendiquer que la pratique évaluative et sa crédibilité, c'est pas juste une affaire de méthode et de connaissances, ça va bien au-delà. Ça implique aussi de comprendre les contextes qui sont ceux du terrain, ce qui va amener à l'évaluateur à mobiliser ses valeurs, des émotions, des contradictions, etc. Et donc parler de praxis, c'est finalement donner une toute autre dimension à la pratique de l'évaluation et dépasser ce qu'on peut estimer être d'emblée la compétence principale qui serait la compétence plus technique. Alors justement, la techné du terme d'Aristote va symboliser ici le savoir-faire technique, les méthodes, les connaissances théoriques en matière d'évaluation, qui sont nécessaires, hein, mais qui ne sont pas l'objet du livre ici. Et ça va nous demander de mobiliser la sagesse pratique ou la phronésis, qui est le fait d'être en mesure de comprendre la raison d'être d'une activité. Pardon, je vais trop vite. La raison d'être d'une activité et d'être animé finalement par la volonté de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions en fonction du contexte dans lequel on doit les prendre. Donc, c'est savoir improviser, c'est savoir contrebalancer des objectifs qui sont parfois conflictuels et donc des attentes de parties prenantes qui peuvent être conflictuelles ou pas alignées. C'est le fait de pouvoir décoder le contexte social et de pouvoir, oui, respecter certaines règles, mais pouvoir aussi les nuancer en fonction des éléments contextuels. Et donc, vous dites, c'est transcender les règles du blanc et du noir afin de percevoir le gris dans une situation. Donc, c'est aussi faire preuve d'empathie pour saisir la perspective de l'autre, de savoir utiliser ses émotions comme des alliés plutôt que comme des choses à éviter.
Et donc pour ce faire, enfin les auteurs disent, il faut être animé par ces valeurs, du terme télos d'Aristote, c'est-à-dire être capable être conscient de ces valeurs, pardon, de savoir ce qui l'anime, ce qui nous anime quand on évalue, ce qui anime aussi les autres, les parties prenantes, et d'où viennent ces valeurs. Et vous parlez également d'intuition, et j'y reviendrai après. Euh, et puis l'autre élément, ça nous amène aussi à être alimenté par sa pensée réflexive. Alors la pensée réflexive, c'est ce processus d'apprentissage qui va s'appuyer sur nos expériences en tant que professionnel et des apprentissages qu'on va retirer finalement des expériences dans lesquelles on va être amené on va être amené en fait à vivre. Euh, on peut distinguer la réflexion sur l'action, c'est-à-dire penser après l'événement, donc penser la démarche évaluative après, et la réflexion en action, c'est-à-dire penser en faisant, apprendre en faisant. Dans une démarche évaluative, la pensée réflexive, elle va être fondamentale, mais elle va être possible que s'il y a un engagement des parties prenantes dans un dialogue, dans un questionnement, dans cette explicitation des valeurs dont on parlait tout à l'heure. Sans ces conditions-là, en fait, le processus évaluatif ne pourra pas permettre de nourrir cette pensée réflexive. Donc, l'évaluateur doit faire preuve d'une pensée réflexive et doit aussi permettre aux parties prenantes de mobiliser cette pensée réflexive. Là se passe cette rencontre entre les parties prenantes. Alors ensuite, vous parlez d'intuition, de l'intuition. Mais je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots, Madame Hurtaud, euh, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui vous est, que vous avez développé au fil des années. Écoutez, on pourrait parler de l'intuition comme de plusieurs compétences qui, dans le fond, sont incluses dans la sagesse pratique. J'ai insisté sur l'intuition parce qu'effectivement, comme l'insight, qui sont deux compétences un peu différentes, et je les trouve importantes parce que souvent, elles vont guider nos actions et on a peur de les utiliser alors qu'on devrait peut-être une intuition sage, une intuition professionnelle, une intuition d'expert quand même, là, c'est pas la boule de cristal parce qu'elles font vraiment une synthèse entre notre expérience, nos connaissances, etc., pour nous donner assez rapidement une réponse. Et de plus en plus de nos jours, je pense qu'elles devraient être mises à profit. Si je pense à ce qui arrive actuellement entre le Canada et les États-Unis, on va avoir besoin d'autant de sagesse pratique que d'intuition. En effet, on vous souhaite beaucoup de courage. Alors, ce qui nous amène finalement à ce schéma qui synthétise peut-être ces différents concepts qui, du coup, sont inhérents à une pratique, à une praxis de l'évaluation, et du coup pourraient représenter finalement les qualités qui sont nécessaires à cette pratique de l'évaluation axée sur la rencontre des acteurs. Donc, on l'a dit, la pensée réflexive, elle est au cœur de cette praxis. C'est son âme, vous dites. Elle est alimentée par les valeurs et certaines compétences personnelles. On a parlé de l'intuition, mais aussi l'empathie. Et ensemble, elles viennent développer cette sagesse pratique qui va influencer les choix méthodologiques. Et donc là, on parle plus des aspects de technique, donc les choix méthodologiques qu'on va faire dans le cadre de la pratique de l'évaluation et qui vont permettre de favoriser l'émergence, pardon, d'un jugement crédible. Alors, Madame Hurtaud, encore, je vous interpelle encore une fois. Dans notre secteur, comme je le disais tout à l'heure, les organisations disposent rarement de quelqu'un qui est formé à l'évaluation euh, ou peuvent rarement compter sur des évaluateurs externes, principalement par manque de moyens, mais aussi par un manque d'offres finalement d'évaluateurs externes. Donc on pourrait parler ou les présenter en tout cas comme des non-évaluateurs parce qu'ils évaluent quand même leurs actions, leurs programmes et leurs projets, mais en tant que non-évaluateurs, c'est-à-dire en intégrant l'évaluation dans leur routine et dans leur pratique de routine.
Alors, est-ce que vous diriez, pardon, et encore une chose, en promotion de la santé, la participation des acteurs et des bénéficiaires est fondamentale. Ça fait partie des valeurs fondamentales des pratiques de terrain. Et dès lors, dans les évaluations également, c'est quelque chose sur lesquels les acteurs de terrain vont être particulièrement attentifs. Est-ce que vous diriez que ces qualités, finalement, elles s'appliquent quand même dans ce genre de contexte? Euh, Pourquoi pas? Je dirais peut-être même encore plus, parce que je vous ai fait parvenir un des derniers articles que j'ai fait avec une doctorante. Euh, de plus en plus, les acteurs ont des visées qui sont souvent opposées, sinon même antagonistes. Les gens veulent garder leur programme parce que même s'il n'est pas parfait, même si des fois même il est défectueux, euh, c'est toujours mieux que rien. La nature a horreur du vide. Et les évaluateurs ou les gens qui sont responsables des programmes doivent faire une reddition de compte. Alors, on arrive sur le terrain de l'évaluation avec des visées totalement opposées. Et ça, je trouve, j'insiste de plus en plus que c'est important de prendre conscience de cet élément-là. On ne peut pas, la participation n'est pas suffisante. Il faut demeurer consciente de cet aspect d'antagonisme qui va influencer toute la démarche. Et, euh, et donc, c'est nécessaire, encore plus quand il y a beaucoup d'acteurs avec des visées différentes, d'avoir quand même des points de référence, à mon avis, pour ne pas glisser et finalement arriver à de la non-évaluation. Parce que l'évaluation, c'est pas un groupe d'animation, c'est pas de la participation active. Fondamentalement, et télos, et j'insiste beaucoup actuellement, énormément, je m'intéresse beaucoup à la notion de télos, la raison d'être. Alors, même si vous n'êtes pas formé comme évaluateur, quand vous prenez la posture d'évaluateur, vous devriez endosser aussi la notion de télos, c'est-à-dire la raison d'être qui va avec cette activité, qui est de porter un jugement le plus objectif possible sur les données et d'accompagner les gens dans ce sens-là. Et c'est pas facile parce que parfois ça veut vouloir dire de mettre fin à un programme ou de le mettre en pause ou de le changer totalement, mais il faut garder cette posture-là. Alors, il y a cette dimension qui est vraiment importante, encore plus de nos jours où les gens, les parties prenantes prennent énormément d'importance. Et moi, je me rends compte que la participation active qu'on on a voulu faire avec les différentes parties prenantes, c'est intéressant parce que ça va chercher des données contextuelles, mais il faut faire attention aussi. Notre devoir comme posture d'évaluateur, même si on n'est pas évaluateur, demeure qu'il faut porter un jugement sur le programme et cela me paraît important, surtout lorsque on n'est pas, la bourse n'est pas ouverte de façon indéfinie et un programme qui demeure et qui prend des ressources et qui n'est pas efficace empêche la mise en place de peut-être un autre programme qui pourrait s'avérer efficace et pertinent. Merci pour cette intervention et on reviendra peut-être tout à l'heure sur votre chapitre, je pense que c'est vous qui l'avez écrit, sur les abus de pouvoir, justement, les situations d'abus de pouvoir. Voilà. Mais je continue et on arrive, pardon, à la partie 2 avec un premier chapitre de Arnold Love qui synthétise d'une autre manière finalement les concepts clés qu'on a vus à la première partie et qui propose des suggestions pour développer cette sagesse pratique. Donc lui, il illustre, j'ai repris mais j'ai un peu simplifié son schéma pour pas donner trop d'informations d'une fois, mais euh, il reprend les différentes compétences qu'on a vues tout à l'heure pour définir finalement ce qu'est la sagesse pratique en évaluation. Donc, les compétences qui sont liées à cette pratique réflexive qu'on a abordé tout à l'heure, les compétences interpersonnelles et des compétences de gestion. On en a un peu moins parlé avant. Peut-être que c'est plus lié à des
aspects de techné, mais c'est vrai qu'il y a certaines compétences de gestion, notamment de parties prenantes, mais aussi de gestion des données, de gestion de la démarche qu'il faut avoir aussi. Alors des compétences situationnelles, donc on parlait tout à l'heure de pouvoir analyser les situations, les contextes euh, pour faire des choix, poser des choix et voir le gris dans le noir et le blanc. Vous vous souvenez un peu cette idée de pouvoir, euh, avec l'expérience que l'on acquiert en évaluant, de pouvoir faire des choix qui sont situés. Et enfin, donc, ces compétences techniques. Euh, Arnold Doloff, voilà, propose de développer la sagesse pratique de différentes manières. Alors d'abord en multipliant les expériences, on l'a vu, c'est vraiment, la sagesse pratique est vraiment ancrée dans ces expériences que l'on vit, euh, mais sur lesquelles on est en mesure de poser une réflexion, en tout cas de prendre du recul et de pouvoir les analyser. C'est pas juste les expériences tout seul, de ce que j'en ai compris, c'est aussi ce qu'on en fait de ces expériences finalement. Donc expérimenter aussi différents contextes d'évaluation. Alors les échanges avec les pairs et le mentorat, les analyses de cas d'évaluation, de lire des textes de vulgarisation ou scientifiques sur la sagesse pratique dans d'autres domaines que dans l'évaluation. Il semblerait que ce soit aussi quelque chose qui nous permette de comprendre comment notre sagesse pratique peut se développer. Et alors un dernier qui me semble être particulièrement intéressant pour les acteurs ici de terrain qui sont, comme je disais, dans des multiples casquettes, c'est de prendre des notes sur le terrain et de discuter de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas bien fonctionné dans les démarches évaluatives. Ensuite, on arrive à un chapitre de quelqu'un que j'admire aussi beaucoup, qui est Michael Quinn-Patton, qui est plutôt spécialisé ou spécialisé, je dirais pas, mais qui, en tout cas, prend une paire de lunettes de l'évaluation axée vraiment sur son utilisation. Sans utilisation de l'évaluation et de ses résultats, l'évaluation ne sert à rien. En grossissant très fort le trait, c'est un peu ce que lui, il adopte comme casquette et qu'il a développé au travers de nombreux écrits. Et il a développé notamment cette expression de actif, réactif, interactif, adaptatif pour décrire la nature des interactions qui se passent entre l'évaluateur et les utilisateurs potentiels de l'évaluation, donc des résultats de l'évaluation. Euh, donc pour lui, il considère fondamental de mettre l'accent sur l'utilisation par et avec les utilisateurs concernés pour ce qui est mis à l'étude et tout au long de la démarche évaluative. Et il propose une série de critères de qualité d'une démarche évaluative quand on la regarde sous cet angle de l'utilisation. Euh, c'est le petit acronyme là qui guide. Euh, donc pour lui, un critère d'une démarche de qualité d'une démarche évaluative, si on prend cette paire de lunettes de l'utilisation, ça va être que la démarche elle est guidée par le principe d'une évaluation axée sur l'utilisation, on en a parlé, son utilité, c'est-à-dire la pertinence des choix et des décisions qui vont favoriser son utilité, inspirant, c'est-à-dire une posture qui va être éthique et pragmatique. Le pragmatisme a beaucoup de place dans ses propos et dans ses écrits. L'évaluation, elle est destinée à être utile et pas à se conformer. Vous en avez parlé un petit peu juste avant, Madame Hurtaud. Développemental, par là, il veut dire que la démarche, elle s'adapte et elle s'applique à différents contextes et dans le temps. C'est-à-dire qu'elle est en mesure de faire preuve d'une certaine adaptabilité, en fait. Et évaluable, c'est-à-dire qu'il faut évaluer que l'évaluation a été utilisée. Et je termine avec ce chapitre-ci, enfin votre chapitre, le dernier chapitre, qui parle justement aussi, comment il s'intitule, j'ai oublié, mais donc je pense que c'est quand la rencontre entre les acteurs ne se passe pas, quand la rencontre entre les acteurs ne se produit pas, voilà, où vous abordez ces notions de abus de pouvoir, et je vais peut-être vous laisser en dire quelques mots si ça vous dérange pas, parce que enfin voilà, c'est quelque chose que nous on entend peut-être plus rarement, bien que je pense que ça existe. Donc je ne sais pas si vous pouvez partager un peu votre expérience là-dessus. Mais c'est drôle, surtout mes collègues européens ont été vraiment très marqués, si je dois dire, frappés par ce chapitre où, dans le fond, j'ai osé parler de quelque chose qu'on parle rarement. C'est que souvent, comme évaluateur, et surtout comme évaluateur externe, on subit des pressions
compte tenu de ce que je disais, c'est que si on arrive et que les gens ne sont pas satisfaits du regard qu'on pose sur le programme, ou qu'ils veulent pas que, dans le fond, on ne devient pas complice, entre guillemets, de la situation, il peut y avoir de l'abus de pouvoir. Comment m'était venu ce sujet, finalement, c'était que plusieurs de mes collègues me parlaient dans l'intimité des situations qu'ils avaient vécues. Alors là, je parle vraiment de gens qui sont des évaluateurs, mais je pense que ça s'adresse à n'importe qui. Et dans le fond, comment il se sentait mal à l'aise de cette situation-là, un petit peu honteux, et qu'il n'avait pas qu'il n'était pas capable d'en parler ouvertement, de le partager. Et j'ai compris pourquoi est-ce qu'il ne le partageait pas en interviewant des gens où on me disait, tu sais, quand quelque chose arrive, quand quelqu'un vit un conflit, on se dit toujours, ouais, mais pourquoi est-ce que ça y est arrivé? Il a dû avoir il y a anguille sur roche. Alors, dans le fond, on est toujours un petit peu coupable. Ça se peut pas qu'on soit purement victime. Et c'est un petit peu pour donner le mot, finalement, la parole aux gens qui subissent dépression, qu'on peut trouver, à mon avis, partout dans la vie, privée, publique, professionnelle. Et j'ai voulu recueillir des témoignages à ce niveau-là et aussi interroger des professionnels pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait les gérer, ces situations-là. Et plusieurs des collègues, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout européens, m'ont parlé de ce chapitre-là qui les avait beaucoup marqués. Finalement, même, il y en a il y a une personne qui m'a dit, j'ai été voir une collègue et puis je me suis excusée parce que justement, j'avais porté ce jugement de, si ça y est arrivé, il doit avoir anguille sur roche. Et pour comprendre que non, parfois, effectivement, on peut vraiment subir des pressions et je vais réutiliser l'actualité. Si on voit qu'est-ce qui se passe actuellement mondialement, ben on sait qu'il peut y avoir des bullies dans le monde et à tous les niveaux. En effet, et du coup, vous concluez l'ouvrage sur, voilà, sur ces conditions gagnantes pour créer pardon, un climat de confiance et de collaboration tout en prenant des pincettes, je pense, sur le fait que voilà, parfois la rencontre ne se passe pas, ne se produit pas effectivement, et qu'on n'est pas forcément responsable de cette, voilà, de cette issue de la démarche. Mais voilà quelques conditions que vous proposez quand même pour s'assurer finalement, pour avoir cette réflexion aussi sur sa pratique, sur sa posture. Est-ce que je me suis interrogée sur ma position? On en a parlé tout à l'heure, quand j'ai pris ma posture d'évaluatrice ou d'évaluateur, est-ce que je me suis interrogée sur ce que cette posture venait créer dans le climat, enfin, dans le contexte dans lequel j'œuvre? Est-ce que le contrat englobe des responsabilités de l'ensemble des parties prenantes? Alors, peut-être qu'au Canada, vous fonctionnez sur des contrats ou sur des devis d'évaluation. C'est vrai que nous, c'est moins formalisé de cette manière-là. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu une discussion sur les responsabilités de l'ensemble des parties prenantes? Est-ce qu'elles ont été impliquées aussi dans la définition de ces responsabilités-là? Alors vous dites prendre le temps de prendre le temps, ça crispe parce que on est tous conscients et puis finalement on est quand même tous à la merci du temps. Mais vous avez raison de le mettre en évidence. Informer pour une meilleure collaboration, veiller à ce qu'un climat de collaboration s'installe. Ça c'est effectivement un peu le rôle d'animateur de l'évaluateur, que de veiller finalement, effectivement, d'analyser en tout cas tout au long d'une démarche évaluative, est-ce que le climat de collaboration s'est installé et perdure? Adopter une posture professionnelle. Alors c'est intéressant dans le contexte dans lequel nous on est en tant que non-évaluateur. Comment adopter une posture professionnelle d'évaluation quand on n'est nous-mêmes pas forcément des évaluateurs? Voilà, ça vient poser la question aussi de l'assurance. On remarque chez nous dans notre contexte il y a un manque de confiance en soi quand on parle d'évaluation ou quand on doit évaluer un programme. Les acteurs n'étant pas formés, en fait, il y a cette, voilà, cette barrière de la confiance en soi
qui est vraiment contraignante. Alors, s'assurer de la collaboration de vrais champions, qui vient du terme champions, j'ai supposé de anglais, donc c'est l'idée d'avoir des personnes qui, eux, sont plus experts ou en tout cas plus formés à l'évaluation et qui puissent, Pas nécessairement des experts plus formés. Dans des groupes, vous avez des personnes pivots, des personnes qui sont influentes. Alors, s'assurer de trouver ces personnes-là et d'essayer d'établir un climat de collaboration avec ces personnes-là. Parce que c'est eux autres qui vont pouvoir servir d'intermédiaire, c'est eux autres qui vont c'est prendre ça, d'accord. parole et qui vont avoir un poids. Ouais. Ah oui, oui, d'accord. Donc pas forcément en matière d'évaluation, mais de manière plus générale sur finalement l'aura que ces personnes peuvent avoir dans le climat. Très bien. Ben, voilà, moi je suis arrivée à la fin de ma présentation du livre. On m'a donné 30 minutes, j'ai un petit peu dépassé. Euh, et donc je te rends la parole, Camille, et je vais arrêter le partage, peut-être pour qu'on puisse se voir, et l'enregistrement, je pense. Ouais. Ok, je vais arrêter l'enregistrement en effet.